La matière est intitulée syntaxe et elle est destinée aux étudiants de troisième année PUS. Le premier cours d'aujourd'hui est un cours d'initiation où nous allons parler des composantes de base de la syntaxe. Comme les autres branches de la linguistique, la syntaxe, on est aussi un domaine lié à la linguistique qui va étudier la façon dont les morphèmes se combinent pour former des syntagmes, pouvant mener à des propositions, lesquelles peuvent se combiner à leur tour pour former des phrases / des énoncés. Et puis dans les diapositives qui vont suivre, nous allons expliquer la différence entre les phrases et puis les énoncés. Le terme syntaxe est aussi utilisé en informatique où sa définition est similaire avec une terminologie qui est différente. Ainsi, la syntaxe est le respect ou non-respect de la grammaire formelle d'une langue. Une première définition du dictionnaire de la linguistique, vu que la syntaxe est déjà un domaine de la linguistique, on appelle la syntaxe la partie de la grammaire qui va décrire les règles par lesquelles se combinent en phrases les unités significatives. La syntaxe traite les fonctions et se distingue de la morphologie, qui est l'étude des formes et qui va s'intéresser à voir comment le mot est formé, à travailler sur les flexions, à travailler sur les dérivations. Et puis, ils ajoutent que la syntaxe a été parfois confondue avec la grammaire elle-même. J'ajoute une deuxième définition de Water, que vous allez trouver la référence complète à la fin de ce cours, qui définit la syntaxe comme étant l'étude de la façon dont les mots et les morphèmes se combinent pour former des phrases grammaticales. On étudie comment ils se placent selon un ordre linéaire, comment ils forment des unités structurées supérieures, et ces unités structurées supérieures sont les syntagmes et les propositions, et enfin comment ces unités sont reliées pour former des structures hiérarchiques. D'un point de vue purement grammatical, l'étude de la syntaxe concerne trois sortes d'unités. On peut commencer par l'unité supérieure et descendre à l'unité l'unité inférieure, pour ne pas dire la plus petite unité, c'est-à-dire soit commencer par la phrase et descendre au mot, soit commencer par le mot et aller jusqu'à l'unité supérieure qui est la phrase. Moi, j'avais choisi l'ordre d'aller de l'unité supérieure jusqu'à l'unité de base. Donc là, l'unité supérieure qui est la phrase, et c'est à ce moment-là que l'étude syntaxique se base. Après, vous avez le syntagme qui est l'unité intermédiaire, et généralement, on fait beaucoup plus des études au niveau des syntagmes pour connaître la composante de la phrase. Et après, vous avez le mot qui est le constituant de base, parfois appelé élément terminal. Donc à ce niveau-là, c'est à ces trois niveaux-là que se positionne et que se concentre l'étude syntaxique. En grammaire, une phrase peut être considérée comme un ensemble autonome, réunissant les unités syntaxiques organisées selon différents réseaux de relations plus ou moins complexes. Ce réseau de relations est appelé coordination, subordination ou juxtaposition. Cependant, d'un point de vue acoustique ou bien visuel, la phrase apparaît comme une succession de mots. Sur le plan sémantique, elle possède des unités, c'est-à-dire un contenu transmis par le message. Ce contenu se dégage du rapport établi entre les signes de la phrase et dépend du contexte de la situation du discours, c'est-à-dire que chaque phrase a sa référence. Cette référence résulte de la mise en rapport avec une situation, même imaginaire, du discours. Selon Roman Jakobson, le mot seul n'est rien. Il se définit que par rapport aux autres éléments de la phrase. Il faut remarquer que le sens ne dépend pas seulement des mots. L'organisation grammaticale est aussi très importante, c'est-à-dire l'aspect syntaxique. Au-delà de la phrase, il existe la grammaire de texte. Celle-ci étudie les énoncés, composés de plusieurs phrases enchaînées, avec notamment leurs connecteurs, c'est-à-dire les adverbes permettant la transition logique entre les phrases d'un énoncé, et leurs représentants textuels,
c'est-à-dire les mots qui renvoient à d'autres mots de l'énoncé. À la frontière de la morphosyntaxe, la grammaire de texte permet d'accéder aux autres disciplines sortant du cadre de la grammaire stricte, littérature, stylistique, rhétorique, philologie, etc. Dans cette section, il est nécessaire de faire la différence entre la phrase et l'énoncé parce que beaucoup d'étudiants font la confusion entre les deux. Donc il est nécessaire de dire qu'est-ce qu'une phrase et qu'est-ce qu'un énoncé. Donc là, la phrase a un sens, toujours le même, quelle que soit la situation d'énonciation. Et ce sens-là, il est produit, il est généré par des choix lexicaux et des choix syntaxiques. Et puis la phrase se situe beaucoup plus au niveau de la grammaire. Alors que l'énoncé, il a une signification, et non pas un sens, qui en fonction de la situation d'énonciation peut s'avérer différente du sens de la phrase. Ça veut dire que c'est la situation de l'énonciation qui va donner sa signification. En conséquence, l'énoncé se situe beaucoup plus au niveau de la pragmatique, qui est une branche de la linguistique. C'est pourquoi une phrase qui est tirée de son contexte, c'est-à-dire hors la situation d'énonciation, peut conserver le sens mais perdre la signification. Exemple, il est beau. La délimitation de la phrase ou bien les limites de la phrase sont différentes à l'oral et à l'écrit. Donc à l'oral, une phrase est habituellement identifiée par l'intonation et c'est généralement la chute du ton de la voix dans son ultime segment qui nous indique qu'une phrase se termine ou bien que le locuteur est sur le point de terminer sa phrase. C'est beaucoup plus le côté intonatif qui nous renseigne sur la fin de la phrase. Par contre, à l'écrit, la limite habituelle de la phrase est un signe de ponctuation, le point, généralement, mais on peut aussi trouver le point d'exclamation, le point d'interrogation, les 3 points de suspension. Par ailleurs, la première lettre de la phrase est obligatoirement une majuscule. Cependant, nous avons des cas où il peut arriver que ce cadre formel, que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit, ne coïncide pas avec la syntaxe. Ça veut dire qu'il est vraiment difficile de situer la fin de la phrase. 2 cas peuvent se présenter. Soit la syntaxe va déborder du cadre de la phrase, soit celle-ci, c'est-à-dire la phrase, contient plusieurs syntaxes indépendantes. Je vais commencer par le premier point et généralement le premier point il est relatif à la syntaxe qui déborde du cadre de la phrase. Ce cas-là est généralement lorsqu'on est dans un discours spontané où on ne contrôle pas notre discours et il est difficile dans cette situation-là de structurer et de planifier la syntaxe. On va prendre l'exemple suivant. J'ai connu un moment de désespoir absolu, la première de ma vie consciente, un moment de haine pure, aussi envers cette femme, altière et ses manigances. Dans cette phrase-là, nous avons 3 phrases formelles qui ne forment qu'une seule phrase d'un point de vue syntaxique. Les 2 dernières phrases, les phrases nominales, sont en fait des oppositions du nom moment de la première phrase. Et ce cas-là, nous avons la syntaxe qui déborde du cadre de la phrase. Le deuxième cas de figure dans la délimitation de la phrase, c'est la phrase qui peut contenir plusieurs syntaxes indépendantes. Et à ce moment-là, c'est dans la grammaire traditionnelle, on appelle ces unités les propositions indépendantes. Elles sont le plus souvent séparées par des signes de ponctuation tels que la virgule, le point-virgule, la double point, tiré, etc. Ou encore par un coordonnant. L'exemple que vous avez ici, c'est les vacances, 2 points, je fais la grasse matinée. Les 2 segments séparés par les 2 points sont liés d'un point de vue sémantique. Le second est la conséquence du premier, mais autonome d'un point de vue syntaxique. C'est ainsi que, quoique appartenant à la même phrase formelle, ces 2 segments peuvent parfaitement être analysés comme 2 phrases indépendantes. Dans cette section de la structure minimale de la phrase, nous allons aborder 3 points. Le premier point, c'est le point de la phrase nominale. Le deuxième point, c'est le point de ce couple-là, sujet-verbe.
Et le troisième point, c'est le point du noyau de la phrase. Le premier point, c'est la phrase nominale. On sait qu'il existe des phrases privées du sujet, mais il s'agit principalement des phrases impératives, mais seule la phrase nominale constitue un véritable cas particulier. La phrase nominale ou la phrase averbale, comme certaines l'appellent, est une phrase privée du verbe. Elle peut être accompagnée ou non d'une exclamation. Elle est souvent constituée d'un seul et unique élément, le sujet, le plus souvent. Nous prenons l'exemple suivant. La mer, les vacances, le soleil, le camping, formidable. À l'origine de cette phrase, c'est une phrase qui est à l'origine de cette phrase nominale, le verbe qui manque. On pourra redire la même phrase de la manière suivante. Nous voici au bord de la mer, c'est les vacances, il y a du soleil, nous faisons du camping, c'est formidable. Le deuxième point, c'est le couple sujet-verbe. Donc, indépendamment des cas particuliers de la phrase nominale, le sujet et le verbe sont les deux constituants principaux de la phrase. On dit que la véritable syntaxe ne commence qu'à partir d'un moment où l'on a cette structure minimale, à savoir le sujet et le verbe. Exemple, Anatole dort, Paul mange, etc. Le premier point qui est le sujet, et le sujet accompagné de tous les éléments qui en dépendent, constitue le thème de la phrase, c'est-à-dire ce dont on parle. Dans l'exemple, Jean, l'ami que je vous ai présenté le mois dernier, dort. Le deuxième élément qui est le verbe est accompagné de tous les éléments qui en dépendent directement, constitue le propos de la phrase, ou bien le prédicat, c'est-à-dire ce que l'on dit du thème. Exemple, Jean dort profondément sur le canapé blanc du salon. Dans le troisième point intitulé le noyau de la phrase, nous allons essayer de répondre et de discuter qui est le noyau de la phrase, parce que beaucoup d'étudiants essayent de savoir qui vient en premier. Est-ce que c'est le sujet qui vient en premier ou bien le verbe, et qui constitue vraiment l'ossature de la phrase. Donc, je pourrais dire que sur le point de vue sémantique, la phrase a besoin d'un sujet et d'un verbe. Cependant, d'un point de vue strictement syntaxique, c'est le verbe et lui seul qui constitue le centre de celle-ci. Ça veut dire qu'il constitue le centre de la phrase, car le sujet dépend du verbe. Même si d'un point de vue de la morphologie flexionnelle, le verbe s'accorde avec le sujet. Je pourrais éventuellement conclure, pour ne pas aller vers des digressions qui peuvent perdre certains étudiants, je pourrais résumer et dire, abstraction faite des éléments hors la syntaxe, une phrase est organisée autour d'un verbe que nous appelons le noyau. Et parmi les éléments qui dépendent de celui-ci, que nous appelons les éléments satellites, le sujet a la primauté. Donc là, le noyau de la phrase, c'est le verbe, et le sujet fait partie des éléments satellites, mais il est classé en premier. Ça veut dire qu'il vient après le verbe, et les deux constituent la phrase, mais le noyau de la phrase, d'un point de vue syntaxique, c'est beaucoup plus le verbe.